Bonsoir, nous sommes le 20 octobre. Bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil, l'essentiel de l'information locale. Et ce soir, il sera question de la cessation de paiement de la société d'économie mixte Promopol, lancée en 1987 par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Son chiffre d'affaires ne couvre plus les charges d'exploitation. La nouvelle majorité politique sur le territoire parle de fautes graves de la part de leurs prédécesseurs. La grippe, le vaccin est disponible depuis une semaine. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines met l'accent sur le public le plus fragile. 232 000 personnes à risque invitées à se faire vacciner cette année. Invité Marc Debac, directeur général adjoint de l'ACPM des Yvelines. Et puis, le succès de l'exposition Playmobil dans la Cité Royale. Des milliers de visiteurs pour découvrir les maquettes, mais aussi compléter leur collection. Il ne vous reste que jusqu'à demain pour vous rendre à l'hôtel de ville et découvrir notamment une reconstitution du château de Versailles. L'information du jour, c'est donc Promopol qui pourrait fermer ses portes en difficulté financière depuis plusieurs années. La pépinière d'entreprises implantée à Trappes, Montigny, Guyancourt devait trouver un nouveau souffle avec l'arrivée d'un nouveau président. C'était en tout cas l'annonce faite, voici quelques mois, par la nouvelle majorité de droite à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Visiblement, la situation est plus catastrophique que prévu. Nous sommes en ligne avec Othman Nasrou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de Promopol. On savait difficile la situation de cette structure. Aujourd'hui, c'est encore plus grave qu'annoncé. L'heure est à la cessation de paiement. Pourquoi ce choix qui va à l'encontre un petit peu de ce qui avait été annoncé il y a quelques mois, quelques semaines? Écoutez, moi la mission qui m'a été confiée, elle est extrêmement simple, elle est d'essayer de gérer une situation que tout le monde savait difficile dans les meilleures conditions possibles. Donc effectivement, à mon arrivée en juin dernier, il y a tout juste 4 mois, nous avons d'abord lancé un audit indépendant pour bien évaluer la situation. Et puis cet audit, il a établi qu'effectivement, il y avait des déséquilibres durables, des fautes de gestion manifestes qui ont conduit aujourd'hui à avoir une situation, comme vous le dites, de cessation de paiement, c'est-à-dire que Promopol n'est durablement pas en mesure de faire face à ces échéances. Alors bien sûr, il faudra dans cette situation établir toutes les responsabilités, parce que de ma part, il n'y a aujourd'hui pas la volonté de passer sous silence ni de cautionner un certain nombre d'actes de gestion de graves dysfonctionnements qui ont caractérisé la vie de Promopol ces dernières années. Et donc là, vous ciblez directement vos prédécesseurs à l'agglomération, l'ancienne majorité de gauche, à travers ces propos. Vous nous dites que c'était mal géré, que c'est ce qu'a révélé l'audit? Bien écoutez, cet audit, peut-être d'ailleurs qu'il faudra le rendre public. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir rendre compte un petit peu de cette situation, comme vous l'imaginez. Quand je suis arrivé en juin, on en aurait déjà plus ces échéances financières depuis le début de l'année, et il y a effectivement, je le redis, une série de décisions, d'actes de gestion qui sont aujourd'hui préoccupants, curieux, et qui suscitent la suspicion sur la gestion passée. Il ne m'appartient pas de qualifier juridiquement ces décisions, mais je vous le dis, je n'entends pas faire l'impact dessus, et il faudra que la justice se prononce sur toutes ces décisions litigieuses, et elle dira ce qu'il en est réellement. Sandrine Grandgombe, la responsable de l'opposition aujourd'hui du Parti socialiste, la chef de file du Parti socialiste, qui parle d'une responsabilité partagée. En tout cas, nous l'avons eu cet après-midi. Elle reconnaît qu'il y a effectivement des difficultés pour cette structure, mais elle ne souhaite pas assumer seule, en tout cas que l'ancienne équipe socialiste à la tête de l'agglomération assume seule. On verra effectivement comment évolue ce dossier. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la situation pour les entreprises qui sont implantées dans cette pépinière qui est basée sur différentes communes de Saint-Quentin en Yvelines, quel avenir pour eux? Aujourd'hui, on peut imaginer une porte de sortie encore. Le tribunal de commerce va devoir statuer aussi. Écoutez, dans la responsabilité qui est la mienne, et j'ai choisi de prendre à bras le corps ce problème depuis le premier jour, ce dossier particulièrement sensible qui est Promopol, elle est de saisir le tribunal de commerce effectivement pour mettre Promopol sous la protection du tribunal de commerce. Il y a une procédure donc qui va s'ouvrir, et on verra ensuite ce que devient la structure Promopol, si elle peut ou non faire face à ces échéances par rapport aux difficultés qu'elle connaît. Par rapport aux entreprises en question, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ma préoccupation, et avec moi celle de la majorité de la communauté d'agglomération, de la nouvelle majorité, elle sera naturellement de défendre absolument les intérêts des entreprises hébergées, et puis aussi des salariés de Promopol qui, j'aimerais le dire ce soir, n'ont pas démérité et qui sont aujourd'hui injustement victimes d'une situation dans laquelle ils n'ont aucune responsabilité en ce qui les concerne. Voilà, donc les entreprises de Promopol et les salariés, ça va être vraiment notre priorité de faire en sorte que leurs intérêts soient défendus de la meilleure manière possible. Dans le cadre de cette procédure qui commence aujourd'hui, qui est la décision prise de mettre Promopol sous la protection du tribunal de commerce au regard de son incapacité à faire face à ces échéances par rapport au passif de gestion que je vous ai décrit. Et vous allez rencontrer tout à l'heure, même dans quelques instants, les responsables de ces différentes entreprises qui sont implantées. Vous voulez leur passer un message pour l'instant rassurant. Voilà.
Bien, écoutez, oui, parce que bien sûr, la priorité, c'est surtout dans le contexte économique que l'on connaît, et puis j'ai eu l'occasion d'en parler sur votre plateau il n'y a pas très longtemps, elle est de s'assurer que les entreprises sont dans l'environnement le plus favorable pour leurs activités. J'ai invité les 120 entreprises hébergées à Promopole aujourd'hui, là, dans quelques minutes, pour leur expliquer la situation, pour leur faire part de ce qu'on a effectivement constaté depuis 4 mois, comme je vous le disais, et effectivement de la procédure qui s'ouvre aujourd'hui par rapport à une situation qui n'est pas acceptable et qui a été très consommatrice d'argent public jusque-là. Et il s'agit aujourd'hui que chacun prenne ses responsabilités. La pépinière d'entreprise lancée en 87 et ce matin, c'est par un communiqué de presse que nous avons donc appris la cessation de paiement. Merci Othman Nasrou, nouveau président de cette structure, d'avoir été en ligne avec nous. Nous allons à présent nous rendre directement dans les locaux de Promopole sur Saint-Quentin en Yvelines avec ce sujet de Florane Parfait et d'Élodie Moine. Nous sommes allés voir comment réagissaient les entreprises présentes. Christian Bedeau ne sait plus trop quoi penser de ces lettres qu'il reçoit, les seules informations qu'il a sur l'avenir de Promopole. Oui, donc nous avons reçu un courrier dans la boîte aux lettres le 15 octobre, donc, qui nous parle de l'arbitrage, de l'attente de l'arbitrage de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sa société fait partie des 120 entreprises hébergées par la pépinière. En cessation de paiement, son futur est incertain. La communauté d'agglomération, premier actionnaire de Promopole, doit statuer sur son avenir. Si elle ferme, les sociétés devront trouver d'autres locaux. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était si dramatique que ça. Bon, quand on voit les chiffres, effectivement, ça laisse un petit peu songeur, mais bon, non, pas plus d'inquiétude que ça. Je pense, comme je vous dis, je pense qu'on ne peut pas nous mettre dehors du jour au lendemain. Pas d'affolement, la situation est connue depuis plusieurs années. Dès 2010, le chiffre d'affaires ne couvrait plus les charges d'exploitation. Promopole avait alors contracté des emprunts. Le plus élevé en 2012 s'élève à 535 000 €. Aujourd'hui, le conseil d'administration de l'agglomération refuse de s'engager dans une recapitalisation à perte, ce qui ne signifie pas un désengagement total de la communauté d'agglomération. En tant qu'acteur économique, je pense que c'est pas facile de parler de fermeture de Promopole. Moi, c'est mon point de vue. Maintenant, effectivement, son nouveau président, qui est Michel Laugier, décidera de ce qu'il doit faire. Bon, je pense qu'il y a d'autres solutions. Des solutions qui seront peut-être évoquées ce soir lors d'une réunion en présence du président de Promopole. Et puis en fonction de ce qui sera débattu, on verra effectivement quel niveau d'inquiétude on doit avoir. Pour l'instant, je pense que c'est difficile de dire. Pour l'instant, il n'y a rien plus d'inquiétant. Une procédure de redressement judiciaire va être lancée devant le tribunal de commerce. Elle décidera ou non de la survie de la pépinière. Pour l'heure, un administrateur va être nommé, mais cela ne devrait rien changer pour les entreprises. Et nous reviendrons dans notre édition de demain sur cette fermeture probable de Promopole avec le point sur la réunion qui se tient actuellement ce lundi soir et puis également d'autres réactions politiques. Bien sûr, toujours en économie, un chiffre 1 253 513. C'est le nombre de visiteurs sur le salon du mondial de l'automobile à Paris. Un nouveau record mondial. Les différents constructeurs présents, de Renault à Peugeot en passant par Mercedes, pour ne citer que quelques-uns présents sur le département des Yvelines, évoquent une hausse des prises de contact et de commandes par rapport à 2012, un constat qui coïncide avec les signes de reprise du marché automobile enregistrés ces dernières semaines. Nous allons parler de santé à présent avec le directeur adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Bonsoir Marc Debac et bienvenue. Vous venez de tenir une conférence de presse cet après-midi sur le thème vaccination contre la grippe, priorité de santé publique. On va écouter quelques-uns des médecins qui étaient présents et puis on se retrouve juste après pour plus de détails, de précisions. La grippe, ce n'est pas rien, alors je fais le vaccin. Depuis quelques jours, ce slogan est diffusé dans tous les médias et chez les professionnels de santé. Une campagne de communication menée par la Caisse primaire d'assurance maladie. En 5 ans, le nombre de vaccinations a chuté. Aujourd'hui, seule une personne à risque sur 2 se vaccine. Oui, il faut rappeler la gravité potentielle de cette maladie avec l'aggravation des maladies. C'est pour ça que sont bien ciblés les patients qui ont des maladies, insuffisants respiratoires, asthmatiques, diabétiques, les patients âgés et le tout jeune nourrisson. Dans le département, ce sont près de 232 000 personnes qui sont concernées. La CPAM leur a envoyé un formulaire leur permettant de retirer en pharmacie le vaccin et ce, gratuitement. Coût de l'opération, 353 000 €. L'objectif est simple, contrer la méfiance des Français et atteindre un taux de vaccination de 75 %.
On pense que la grippe, ce n'est pas grave, alors que malheureusement, tous les ans, au niveau national, c'est 2000 décès dus à la grippe. On pense que se faire vacciner, c'est dangereux. On sait qu'aujourd'hui, la vaccination contre la grippe, ça reste quand même le meilleur rempart contre cette infection. La gêne est elle aussi minime. Les anticorps créés restent efficaces 6 mois. La vaccination permettrait de stopper la propagation de l'épidémie et de protéger ses proches. Se faire vacciner contre la grippe, pourquoi est-ce si important? Marc Debac pour la CPAM, expliquez-nous les enjeux, l'enjeu peut-être prioritaire principal sur cette campagne de vaccination. L'enjeu prioritaire, il est clairement un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, la grippe met en situation de fragilité un certain nombre de personnes, en particulier les plus vulnérables. C'est pour ça que la campagne de vaccination cible les publics à travers différentes catégories. Donc dans les Yvelines, 232 000 personnes invitées à se faire vacciner. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y aura une prise en charge totale. Comment ça fonctionne pour Donc, ces 232 000 personnes ces 232 000 personnes peuvent être classées dans 2 catégories. Les primo-vaccinants, c'est-à-dire ceux qui rentrent pour la première fois dans le dispositif. Eux reçoivent une prise en charge, sont invités à aller chez leur médecin. Le médecin va leur prescrire le vaccin contre la grippe. Et après, ils suivent le circuit, délivrance en pharmacie et injection. Et puis, pour ceux qui se sont déjà fait vacciner les années précédentes, ils reçoivent directement la prise en charge. Ils peuvent se rendre directement chez le pharmacien et après auprès du médecin ou de l'infirmière pour réaliser l'injection. Pour les autres qui veulent se faire vacciner, qui ne sont pas considérés comme un risque, c'est possible aussi? C'est possible également, sans prescription médicale, mais dans ce cas-là, le vaccin n'est pas pris en charge. La campagne de vaccination qui vient d'être lancée, elle a lieu chaque année, et pas uniquement dans le département des Yvelines. Mais sur le département, quels sont les résultats d'année en année? Alors, depuis 2009, on assiste à une érosion des résultats. Nous sommes partis de plus de 60% de taux de vaccination fin 2008. Et l'année dernière, nous étions à peine à 50% sur l'ensemble de la population, donc soit une perte de plus de 10 points en 5 ans. Ce qui est plutôt inquiétant, préoccupant. Pourquoi? Si vous parlez d'enjeux de santé publique, on peut s'étonner de ces résultats? C'est préoccupant parce que je pense que d'abord la population concernée est de plus en plus importante. Le nombre de personnes de plus de 65 ans augmente. Je pense que parmi cette population, bon nombre d'entre elles considèrent qu'ils ne sont pas concernés. Et puis, il faut aussi y voir le résultat de différentes campagnes de vaccination qui ont été considérées comme, on va dire, malheureuses ou non appropriées par beaucoup de nos concitoyens. C'est-à-dire, vous pensez à la grippe H1N1 voilà. a laissé des traces et a probablement développé, alors sûrement à tort, mais a développé un sentiment de méfiance. Et aujourd'hui, la campagne que l'on mène vise à rétablir un certain nombre de vérités sur la vaccination contre la grippe. La vaccination contre la grippe, on en parle ce soir et nous sommes allés justement dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines pour savoir si vous étiez ciblé ou non comme prioritaire et si vous aviez décidé en tout cas de vous faire vacciner cette année. Voici quelques réponses. Ça y est, c'est déjà fait depuis une semaine, voilà. Parce qu'à un certain âge, il faut quand même prendre des précautions, voilà. Non, je crois pas, non, je pense que je vais pas le faire, non. Pourquoi? Parce que je pense plutôt que c'est plutôt pour les vieilles personnes. J'ai toujours été vacciné depuis que j'ai travaillé par mon entreprise et j'ai pris l'habitude et c'est gratuit. Ah oui, je me fais vacciner tous les ans depuis 2-3 ans. Oui, certainement, parce qu'en fait je suis chauffeur de bus et on reçoit un vaccin et comme ça on remplit et tout, puis ils nous le donnent gratuitement. Et puis bon, avec les risques par rapport au contact avec les gens et tout. Donc généralement je le fais moi. Il y a quelques années je le faisais pas, mais comme je suis père depuis peu, je le fais pour protéger toute ma famille. J'y ai pas encore réfléchi. Il faisait trop beau ce week-end. Voilà, il y a un enjeu derrière tout ça, il y a des gens qui s'en rendent compte véritablement et on peut dire que le message commence à passer. Ça vous rassure un petit peu ce qu'on a entendu? Alors, même s'il y a eu quelques réponses un peu surprenantes, voilà, c'est que pour les personnes âgées par exemple. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, on espère que le reportage augure de résultats meilleurs pour la campagne à venir. En tout cas, je crois que ce qu'il faut essayer d'expliquer, c'est que ce n'est pas que pour les personnes âgées, même si évidemment le gros de la population des 232 000 assurés yvelinois sont représentés par les 65 ans et plus, mais ce sont aussi les gens qui sont atteints de maladies chroniques, le diabète, l'asthme, les maladies respiratoires. Et puis on oublie trop souvent les femmes enceintes, puisque quand on est enceinte, qu'on attend un heureux événement, se faire vacciner, c'est se protéger
mais aussi protéger le bébé qui va venir au monde. Il y a des inquiétudes quelquefois sur la qualité même du vaccin. Est-ce qu'il y a 100% de garantie sur ce qui est injecté, par exemple ? Alors, affirmer qu'il y ait 100% de garantie, je pense que pas grand monde pourrait prendre l'engagement. Simplement, aujourd'hui, les campagnes de vaccination sont sous l'égide de l'Organisme mondial de la santé, l'OMS. En France, on a un circuit qui est extrêmement sûr et aujourd'hui, on peut dire que les vaccins qui sont proposés sont sans danger, hormis les petits effets secondaires que l'on rencontre qui peuvent être un peu de fièvre pendant 24 heures. L'objectif, c'est 75% de vaccination sur le département des Yvelines pour cette campagne. Vous nous disiez tout à l'heure, on est plutôt autour des 50%. Lorsqu'on regarde un petit peu plus en détail, parce que vous avez établi des cartes pour voir commune, même par commune, si on se base sur Saint-Quentin en Yvelines, j'ai la carte sous les yeux. Pour Guyancourt, pour Trappes, c'est moins de 45% par exemple. Il y a des communes où c'est encore plus difficile et les résultats sont encore moins bons. Tout à fait. Le résultat de 50% est une moyenne et donc, en effet, grâce à l'outil que vous avez sous les yeux, là, qu'on appelle cartovaccin, qui permet de cartographier l'ensemble des communes, on se rend compte en effet que dans certains bassins de population, on est en effet à moins de 45%. C'est-à-dire que vous portez vos efforts sur ces bassins-là, sur ces villes-là, auprès des médecins peut-être, pour relayer le message aussi. Tout à fait. On va se servir à la fois des moyens modernes de communication. Alors, la conférence de presse cet après-midi, cette intervention de ce soir, une campagne SMS aussi auprès des primo-vaccinants, mais aussi un message qui va être porté auprès de chaque médecin généraliste avec, s'il le souhaite, la remise de la carte qui concerne son bassin d'implantation. Comme ça, il aura effectivement une indication précise auprès de la population qui vient le consulter. Merci Marc Debac d'être venu ce soir. Campagne de vaccination contre la grippe qui est donc en cours et je le rappelle, le vaccin qui est 100% remboursé si vous faites partie de ces personnes plus fragiles qui ont été identifiées par la CPM. Merci à vous. Cela ne concerne pas la grippe mais un autre virus qui inquiète aussi le monde entier. Aujourd'hui, c'est Ebola. Alors que l'on apprenait en début de journée que l'aide-soignante espagnole contaminée ne serait plus malade, je vous rappelle qu'il existe en France un numéro vert depuis le 11 octobre pour s'informer, 0813 0000, numéro disponible de 9h à 21h, 7 jours sur 7. Le dispositif national qui prévoit aussi une vigilance renforcée de l'Institut de veille sanitaire et la mise en place de 12 établissements de santé de référence sur tout le territoire français. Autre campagne de prévention, elle touche au sida AIDS qui lance une nouvelle série de spots publicitaires et d'affiches pour promouvoir le port du préservatif. L'association rappelle aussi quelques chiffres. 10% des nouvelles contaminations concernent les 15-24 ans, soit 2 jeunes touchés par jour. Ou encore 37% des nouvelles contaminations touchent la communauté homosexuelle. La campagne s'intitule No Sex. Elle débute dès aujourd'hui, 20 octobre. Et voici un des spots qui est proposé. Tout autre sujet, le cross de Maurepas se court depuis 15 ans, mais pour la première fois, l'épreuve sportive a accueilli l'association Vivre Debout, qui elle fête ses 40 ans. L'association qui œuvre au service des personnes en situation de handicap. Nous avons rencontré Abdelassem et Lucas, participants pour la première fois. Abdeslem Belaïd participe pour la première fois au cross de Maurepas grâce à une joëlette. Par curiosité, on m'avait parlé de la joëlette. Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais fait un essai pour voir ce que c'était. Ça m'a plu. Et maintenant, je suis devenu adapte. Dès qu'il y a un cross, je le ferai. Un enrichissement, puis une motivation, ça m'a motivé pour en faire d'autres. Alors, les gens qui sont à mobilité réduite, qui ne connaissent pas, allez vous renseigner dans les centres adaptés pour en faire. Franchement, c'est génial. Lui est adhérent de l'association Vivre Debout, une association de soutien aux personnes en situation de handicap. Abdeslem a pu réaliser ce pari sportif grâce à une dizaine de coureurs de Cap-Coignières. On refait les prochaines, mais tu perds du poids. Hein. C'est un petit truc, mais je pense que ça peut être un départ pour faire une grande course. Si Abdel, un jour, il veut faire le Paris-Versailles ou n'importe, il faudrait qu'on se prépare, mais pourquoi pas. Hein. C'est très dur. C'est un effort violent, et après, il y a des côtes et tout. Mais bon. Pourtant, on a l'habitude de courir, mais c'est très dur quand même. Hein. Les deux Lucas ont eux aussi participé au cross. Ça fait 2 ans que je cours et là, je vais faire un marathon bientôt à Florence. J'aime bien les courses de joëlette et c'est sympa, on peut voir des paysages, on peut avoir
avoir des émotions différentes. Ça permet de se promener et ça reste une joie pour les handicapés, tous les bénévoles. Le Cross de Maurepas existe depuis 15 ans. Il a regroupé ce week-end 250 participants, une cinquantaine de scolaires et donc pour la première fois des personnes en situation de handicap. C'est une expérience pour les handicapés, c'est une expérience pour nous, mais je crois qu'on peut cohabiter ensemble sans aucun problème. Une initiative rendue possible grâce à la rencontre avec l'association Vivre Debout qui fête cette année ses 40 ans. L'association est née de l'initiative de jeunes myopathes qui en 1974 ont décidé de gérer leur vie de façon autonome. C'est un choix de vie qui a vraiment tout changé dans le regard des autres déjà. Et puis a vraiment été le moteur pour rester vivant. L'association aujourd'hui continue son œuvre, accompagner des personnes en situation de handicap, les guider dans leur démarche de projet de vie et ainsi leur permettre un maximum d'autonomie. Et puisque nous parlions notamment de sport avec ce sujet, ce drame survenu ce week-end à Vélizy, en marge de la ronde pédestre, manifestation annuelle qui réunit les amateurs de course à pied. Un homme de 35 ans est décédé d'une crise cardiaque quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Malgré la réactivité des secours, ce licencié d'un club d'athlétisme n'a pas pu être ranimé. C'était ce samedi l'ouverture de la saison de l'association Métis à Guyancourt. Un spectacle célébrant l'abolition de l'esclavage a été notamment proposé. Plus largement, le public était invité à découvrir différentes cultures avec des chants, des danses traditionnelles. Ambiance festive donc, et les participants ont même pu s'essayer à quelques pas de danse, vous le voyez. C'est un projet qu'on fait tous les ans. On organise un spectacle ici même à la maison quartier Théodore Monod pour fêter la mémoire d'esclavage. Ça a lieu généralement fin mai. Et on ne fait pas des chorégraphies ni un spectacle vraiment dit qui tourne autour de l'esclavage en lui-même. On fête en fait cette mémoire. Cette année, on n'a pas pu la faire au mois de mai à cause des élections municipales. On s'est dit on va faire deux événements en un. Le spectacle d'ouverture de la saison de l'association et puis un petit clin d'œil à la fête de la mémoire d'esclavage. Pour nous, c'est important d'une part pour que ça soit reconnu aussi dans les Yvelines et par d'autres personnes, par d'autres publics qui ne connaissent pas trop bien l'histoire d'Afrique et des Caraïbes. 4 jours, pas un de plus. L'exposition dédiée au Playmobil à l'hôtel de ville de Versailles va se refermer demain, mardi soir, mais c'est d'ores et déjà un succès. Les visiteurs se sont pressés pour découvrir les trésors exposés par des passionnés venus de toute l'Europe. Certains passionnés qui ont même fait le déplacement avec leur propre création. Vous allez le voir sur ces images d'Élodie Moine. Qu'est-ce que vous pensez de cette expo-là? Qu'elle est très bien. C'était très bien et le château de Versailles est très bien fait. Oui. 50 mètres carrés, une reconstitution hors norme pour ce château de Versailles plus vrai que nature. Ce couple germano-belge sillonne régulièrement l'Europe pour présenter sa création constituée de milliers de pièces de Playmobil issues de différents univers. La plupart des choses qu'on a utilisées sont que des pièces Playmobil qui se trouvent malheureusement plus dans les magasins. Donc c'est vraiment collectionné sur des brocantes, par des copains, par d'autres collectionneurs pour obtenir les pièces. 3 années de travail nécessaire, un soin apporté au détail et au final le sentiment d'un accomplissement. Ça fait oublier le reste du monde. On sait développer ses fantasies. Ça facilite la vie. Et si le château de Versailles était là, curiosité à ne pas manquer sur cette exposition éphémère. Le public de 4 à 99 ans s'est aussi extasié devant d'autres univers, eux aussi entièrement créés par des fans comme celui dédié à Star Wars. Les tableaux plus classiques des pirates et des fées ont aussi eu beaucoup de succès. Je trouve que c'est des beaux jouets, c'est des jouets qui sont très bien faits. Et donc ça plaît beaucoup aux enfants parce qu'il y a beaucoup de variétés, puis c'est très solide. Ça représente toute une histoire, de la préhistoire jusqu'à l'heure actuelle. Et pour les enfants, je trouve que c'est assez fabuleux quand même. Le beau, ce qui est bien, perdure et ne vieillit pas. Présenter notre passion dans un public comme celui de Versailles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre d'exposition populaire. Et pour le coup, ça marche très bien et les gens en ressortent ravis. L'exposition Playmobil pourrait revenir l'année prochaine dans la Cité Royale. Il reste encore beaucoup à découvrir avec 3995 figurines différentes créées depuis 1974.
Je vous redonne l'information du jour avant de refermer ce journal. La cessation de paiement de la société d'économie mixte Promopole, lancée en 1987 par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Son chiffre d'affaires ne couvre plus les charges d'exploitation. La nouvelle majorité politique sur le territoire parle de fautes graves de la part de leurs prédécesseurs. Nous en reparlerons demain. Ce lundi soir, vous avez rendez-vous avec Anthony Reich pour le 7-8 Sport. Il reçoit notamment le nouveau directeur du Golf National de Saint-Quentin. C'est lui qui devra se charger de l'organisation de la Ryder Cup en 2018 en France. À demain, à même heure, toujours sur TV Fil.